Ce podcast contient les parties suivantes. Chapitre 1, la notion de droit de l'homme et son contexte historique, avec A, les droits de la première génération, B, les droits de la deuxième génération, et C, les droits de la troisième génération, début. Titre 1, théorie générale. Chapitre 1, la notion de droit de l'homme et son contexte historique. Section 1, la notion de droit de l'homme. Petit 1, les droits de l'homme, un double problème de terminologie et de définition. Il n'est pas certain que ces appellations désignent aujourd'hui des réalités différentes. La plupart, voire la totalité des auteurs, les utilisent de manière indifférenciée, parfois même sans y prêter la moindre attention. Tel est le parti que nous prendrons, conscients de surcroît qu'aucun des termes n'est parfait. Peu importe donc le signifiant, l'essentiel est le signifié et les difficultés afférentes à son exacte identification. En effet, définir les droits de l'homme, c'est prendre un risque de prendre une définition trop large ou trop étroite. Comment va-t-on procéder ? On va prendre une définition de départ des droits de l'homme en examinant les différents éléments. Prérogative gouvernée par des règles que la personne détient en propre du simple fait de son humanité dans ses relations avec les particuliers et le pouvoir. Commençons par la première partie. Prérogative gouvernée par des règles. Ça ne veut pas dire que les droits de l'homme sont des inventions de juristes, ce ne sont pas des États qui ont négocié les conventions européennes des droits de l'homme. La source matérielle, contenue aux droits fondamentaux, des droits de l'homme, est-elle extérieure aux droits ? Ce sont des aspirations philosophiques, un héritage culturel, politique et religieux. On dit donc que tout cet héritage ne peut espérer accéder à l'effectivité que l'on peut espérer contraindre dans la réalité que s'il est pris en charge par la règle de droit. C'est la règle de droit qui va désigner qui a droit à tel droit, c'est la règle de droit qui va donner un contenu au droit, c'est la règle de droit qui va déterminer les mécanismes institutionnels de sanction et de garantie lorsque les droits de l'homme ne sont pas bien respectés et sanctionner les auteurs de la violation. Sans cette garantie, tous ces droits ne pourraient accéder à l'effectivité. Ensuite, dans ses relations avec les particuliers et le pouvoir. D'habitude, quand on parle de droits de l'homme, on se représente une relation verticale. Ce sont des protections des individus contre l'État ou des créances des individus contre l'État. Dans la réalité juridique des droits de l'homme, c'est plus complexe que ça. Il y a également des relations horizontales qui se nouent. L'applicabilité horizontale des droits fondamentaux, c'est la possibilité d'opposer ces droits à l'État, mais aussi à d'autres particuliers ou à des entreprises. Cette dimension horizontale est fondamentale car aujourd'hui il y a davantage à redouter en termes de respect de certains droits fondamentaux de certaines entreprises. Après, du simple fait de son humanité. Le droit de l'homme s'ancre dans l'humanité même. On insiste sur l'idée qu'il y a quelque chose de fondamental dans les droits fondamentaux. Ce sont des droits sans lesquels une vie digne n'est pas possible. Les droits fondamentaux est un sous-ensemble des droits subjectifs, mais tous droits subjectifs ne sont pas des droits fondamentaux. Comment dire quel droit subjectif fait partie des droits de l'homme ou non ? On doit mettre en œuvre des tests de reconnaissance. Il y a 3 approches. D'abord, l'approche intuitive, fondée sur un consensus. Ensuite, l'approche nominaliste, les droits fondamentaux sont des prérogatives que le discours juridique utilise. Et enfin, l'approche systémique, elle consiste à associer la fondamentalité d'un droit à sa position dans la hiérarchie des normes. On part du principe que lorsqu'un droit ou une prérogative est consacrée par les sources suprêmes du système juridique, c'est parce qu'elles sont importantes. Les droits fondamentaux seraient ceux qui ont un statut constitutionnel. On peut également appliquer ça sur une hiérarchie de normes externes. Les droits fondamentaux sont uniquement consacrés par le droit primaire. Laquelle de ces 3 approches est la plus sûre ? Aucune des 3 n'est parfaite. Pour la première, l'intuition est variable selon les individus et les époques. Par exemple, le droit de se promener nu est-il un droit à la liberté d'expression ? Autre exemple, le droit d'accoucher à domicile est-il un droit fondamental ? Et enfin, a-t-on le droit d'exiger de pouvoir aller voir un film particulier dans un cinéma particulier ? Pour la deuxième approche, l'approche nominaliste peut être affectée de défauts. Il faudrait que le discours juridique soit parfaitement cohérent et utiliser toujours les mêmes mots pour désigner les mêmes choses, ce qui n'est pas le cas. Et pour la dernière approche, dans le cadre de cet enseignement, on privilégiera le critère systématique, tout en étant conscient de ses limites.
Petite remarque, la fondamentalité n'est pas synonyme d'absoluité. Dans la Charte des droits de l'homme, peu de droits sont absolus. La plupart s'assortissent de limitations ou de conditions. Exemple, à propos de menaces de violence physique proférées à l'égard d'un individu pour lui faire avouer le lieu où il a caché un enfant qu'il a enlevé. Gafgan est arrêté sans l'enfant et on ne le retrouve pas. Il y a une question de vie et de mort en enjeu. Les policiers essayent de le faire parler normalement, puis entament un interrogatoire plus costaud. Les policiers font des menaces à Gafgan, il panique et lâche le morceau. Il est donc poursuivi pénalement et dit que ses aveux ne sont pas valables car ils ont été dits sous la contrainte. L'Allemagne a méconnu le droit qu'il a de ne pas être soumis à la torture et au traitement dégradant. À ce propos, la Cour admet la motivation qui inspirait le comportement des policiers et l'idée qu'ils ont agi dans le souci de sauver la vie d'un enfant. Elle se doit néanmoins de souligner que, eu égard à l'article 3 et à sa jurisprudence constante, l'interdiction des mauvais traitements vaut indépendamment des agissements de la personne concernée ou de la motivation des autorités. La torture ou un traitement inhumain ou dégradant ne peuvent être infligés même lorsque la vie d'un individu se trouve en péril. Il n'existe aucune dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. L'article 3, libellé en termes univoques, reconnaît que tout être humain a un droit absolu et inaliénable à ne pas être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant, quelles que soient les circonstances, même les plus difficiles. Le principe philosophique sous-entend que le caractère absolu du droit consacré à l'article 3 ne souffre aucune exception, aucun facteur justificatif et aucune mise en balance d'intérêt, quels que soient les agissements de la personne concernée et la nature de l'infraction qui pourrait lui être reprochée. C'est tiré de la Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Gafgan, en Allemagne en 2010, paragraphe 107. Section 2. La mutation des droits de l'homme, des générations de droits de l'homme à un continuum d'obligations. Les droits fondamentaux ne sont pas reconnus en un jour. Il y a eu une lente évolution qui a vu les catégories de droits fondamentaux s'empiler les uns aux autres. Cette évolution, on va l'analyser en empruntant un discours des générations de droits de l'homme. Attention, cette classification présente des défauts, il faut la relativiser. Le premier défaut est la caricature. Quand on présente des droits de l'homme en génération, on a l'impression que la conquête des droits de l'homme est parfaitement linéaire. D'abord la première génération, puis la deuxième, et enfin on serait passé à la troisième génération. Mais ce n'est pas vrai. L'histoire des droits de l'homme est beaucoup plus chaotique. Il y a encore des endroits où la première génération des droits de l'homme n'est pas encore respectée. La deuxième limite est que souvent cette classification aboutit à désolidariser ces droits-là. Les droits de l'homme de la première génération sont des droits de l'homme de la première classe, etc. Il y a un discours affirmant le caractère plus ou moins important des droits concernés. Il y aurait des droits classiques et des droits rajoutés qui sont peut-être un peu moins importants, droits de deuxième et troisième génération. Enfin, troisièmement, il faut noter que la vie des normes telle qu'elle est appliquée par les juges n'est parfois plus poétique que ce qu'évoque la classification en génération. Dans la classification en génération, des cloisons étanches sont dressées entre catégories des droits de l'homme. Dans la vie des normes, dans la manière dont les juges appliquent les normes, il n'y a presque pas de cloison. Petit 2. Présentation classique des trois générations de l'homme. D'abord les droits civils et politiques, première génération. Ensuite les droits économiques, sociaux et culturels, deuxième génération. Et enfin les droits de solidarité, troisième génération. A. Les droits de la première génération, droits civils et politiques, ou les droits-libertés, voire les libertés franchises. A1. Origine. Les droits civils et politiques sont les héritiers de la philosophie des Lumières. On va les retrouver à la fin du XVIIIe siècle. Il y a eu Bill of Rights, anglais de 1689, issu des révolutions anglaises de 1642 à 1649 et 1688. La Déclaration d'indépendance américaine du 4 juillet 1776 et la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. A2. Définition et identification. Commençons par les droits civils. Ce sont ceux dont l'objet est de protéger les individus contre les ingérences illégales et injustifiées qui seraient commises dans une sphère d'autonomie réservée à l'individu. Ils vont tracer autour de nous un espace protégé permettant de nous épanouir. De manière plus précise, quels sont-ils ? Petit 1. Le principe de l'égalité et de non-discrimination. Ceci est consacré pleinement dans la Constitution à l'article 10, 11 et 11 bis. L'égalité à l'origine a été d'ambition très limitée, ce qui préoccupait le constituant de 1831, c'était que tous les individus étaient égaux face à la loi,
c'était l'égalité formelle. On ne se préoccupe pas que dans la réalité, les individus n'ont pas les mêmes chances. La Constitution belge a dépassé ça au profit d'une égalité matérielle, on y reviendra. Petit 2. Les droits qui concernent la protection de la personne dans sa dimension physique visent à assurer l'intégrité de sa personne. D'abord, on va retrouver le droit à la vie, article 2, Convention EDH, qu'on ne va pas trouver explicitement dans la Constitution, mais seulement de manière implicite, article 12. Ceci nous montre le dépassement de la Constitution belge. Idem pour le droit à l'intégrité physique, mais uniquement pour les enfants, pour les adultes aussi, mais implicitement dans la Constitution. Ensuite, la liberté individuelle au sens strict, c'est-à-dire le droit d'aller et venir, articles 12, 13 et 14 de la Constitution. C'est la garantie de ne pas être privé arbitrairement de sa liberté et, plus largement, le droit de ne pas être puni arbitrairement. Par extension, la liberté individuelle emporte l'interdiction de l'esclavage et de la servitude. Ce droit n'est pas expressément repris dans la Constitution, mais bien dans la Convention européenne des droits de l'homme, article 4. La libre circulation. Ce droit n'est pas consacré expressément par la Constitution, mais ressort implicitement de l'article 12. Il est énoncé par l'article 2 du 4e protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, mais uniquement à l'intention des personnes séjournant sur un territoire de manière régulière. Enfin, la libre circulation des ressortissants de l'Union européenne sur le territoire de l'Union est un attribut de la citoyenneté européenne garanti par l'article 21 TFUE. Après, le droit à l'inviolabilité du domicile, article 15 de la Constitution et 8 de la CEDH. Le secret de la correspondance, article 29 de la Constitution et 8 de la CEDH. Et pour finir, le droit au respect de la vie privée, article 22 de la Constitution et 8 de la CEDH, lesquels garantissent non seulement le droit à la protection de l'intimité, mais aussi le droit d'entrer en relation avec ses semblables, le droit à l'épanouissement personnel. Petit 3. Les libertés d'esprit, c'est-à-dire des droits qui visent à l'épanouissement intellectuel des personnes concernées. Il y a la liberté de culte et d'expression, articles 19 à 21 de la Constitution et articles 9 et 10 de la CEDH. La liberté de presse, garantie par les articles 25 de la Constitution et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La liberté de l'enseignement, article 24 de la Constitution et 2 du premier protocole additionnel de la CEDH. La liberté de l'emploi des langues, article 30 de la Constitution. Et enfin, la liberté de réunion et d'association, articles 26 et 27 de la Constitution, article 11 de la CEDH. Les droits politiques sont ceux qui permettent aux droits de prendre part à l'exercice de la puissance publique. Les droits politiques comprennent petit 1. L'électorat et l'éligibilité, articles 8, 61, 64 et 69 de la Constitution. Petit 2. L'accès aux emplois publics. Classiquement, ils ont été concédés non pas à tout homme, mais uniquement aux citoyens, aux seuls nationaux de l'État. La Constitution belge porte les traces en 1831 et encore aujourd'hui de cela. On retrouve ces traces à l'article 8 alinéa 1er de la Constitution et à l'article 10 de la Constitution. Ceci a été mis sous pression par la construction de l'Union européenne. On a dû nuancer l'équation classique reliant les droits politiques à la nationalité belge. En ce qui concerne l'électorat, le traité de Maastricht introduit en 1992 la citoyenneté européenne. On associe à cette citoyenneté européenne un ensemble de droits dont celui que consacre l'article 22 TFUE. Un Italien peut voter ou être élu aux élections communales en Belgique. Pour ratifier ce traité, la Belgique aurait dû préalablement modifier sa constitution. À l'époque, nous n'avions que les 2 premiers alinéas. Le CE, saisi de l'avant-projet de loi portant assentiment au traité de Maastricht, a dit que la Belgique devait modifier sa constitution. Cette modification a lieu en 1998, après que la Belgique ait été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne. La directive n'était pas mise en œuvre par la Belgique car la constitution n'était pas modifiée. L'article 8 est alors composé d'un alinéa 3. Est-ce cohérent de ne pas laisser les Marocains ou les Turcs faire partie des élections communales ? Le constituant ajoute donc l'alinéa 4, la loi étant la loi de vote au profit des ressortissants non communautaires aux élections communales, loi de 2004.
Concernant le droit d'accès aux emplois publics, seuls les Belges ont accès selon l'article 10 de la Constitution. Le droit européen a mis ça en pression en consacrant la libre circulation des travailleurs dans son article 45 TFUE. L'article 45 comporte certes des exceptions à ce principe d'égalité. On dit notamment que la libre circulation ne sera pas applicable aux emplois de l'administration publique, sous-entendu OK pour la Belgique. Le problème, c'est que la notion d'emploi au sens du traité est plus étroite que l'emploi du concept dans la Constitution belge. Dans le traité, ce sont les emplois qui ont un pouvoir de décision, et ce n'est pas le cas pour la Belgique. Arrêt Orfinger. Le CE se fonde sur l'article 34 de la Constitution, où le droit dérivé de l'Union européenne prime par rapport à la Constitution. C'est la solution acquise aujourd'hui depuis 1996, et c'est le cas à chaque fois. Que faudrait-il faire en termes d'hygiène juridique? Il faudrait prévoir dans l'article 10 de la Constitution un relâchement de la réserve aux seuls nationaux des emplois civils. L'article 10 n'a jamais été révisé car il y a beaucoup de craintes. A3. Caractéristiques. Les créanciers. Les droits civils et politiques sont des droits dits naturels de l'homme qui investissent toute personne qui appartient à l'humanité. La Déclaration d'indépendance américaine est exemplative de cette idée de droit naturel. Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par le Créateur de droits inaliénables. Parmi ces droits se trouve le droit à la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis par les hommes pour reconnaître ces droits. Les débiteurs. Ce sont des droits qui sont opposables erga omnes, donc à toute autorité et à tout individu. L'objet. On constate que ces droits civils et politiques ont généralement des obligations négatives, de ne pas faire. Les garanties. Le domaine de la garantie de ces droits est typique. Quelles sont les autorités auxquelles on va confier la protection des droits civils et politiques? C'est le législateur, c'est le principe de la légalité que l'on va retrouver dans toute la Constitution belge. Ensuite, ces droits subjectifs civils et politiques sont placés sous la garde du juge judiciaire, articles 144 et 145 de la Constitution. En ce qui concerne les droits subjectifs civils, c'est le quasi-monopole des cours et tribunaux, et ce qui concerne les droits subjectifs politiques, c'est la compétence de principe des cours et tribunaux. Enfin, ces droits ont généralement un effet direct. Ils vont pouvoir être revendiqués immédiatement en justice sans qu'il ne soit besoin de mesures de mise en œuvre. On va permettre au juge de puiser directement dans les textes constitutionnels la solution du litige. Une norme a effet direct lorsqu'elle crée, dans le chef de son destinataire, un véritable droit subjectif que celui-ci peut revendiquer en justice sans qu'il ne soit besoin de mesures préalables de mise en œuvre. À quelles conditions va-t-on reconnaître cet effet direct? L'effet direct d'une norme est subordonné à un double critère. Critère subjectif, c'est-à-dire qu'il faut que l'intention des auteurs de la norme ait été de créer des droits subjectifs au profit des individus. Et en ce qui concerne le critère objectif, il repose sur la clarté ou la précision suffisante de la norme. Pour que la norme puisse être invoquée directe, elle doit être claire, et si elle ne l'est pas, alors dans une société comme la nôtre, avec la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge de déterminer que cette voie-là est retenue plutôt qu'une autre, c'est au législateur de le faire. Cette approche classique qui combine ces deux critères est un peu dépassée. Aujourd'hui, c'est principalement le critère objectif, car le critère de l'intention est très difficilement déterminable. C'est une analyse au cas par cas, norme par norme. Enfin, la clarté et la précision du traité ne doivent jamais être déterminées de manière décontextualisée. Quelque chose est plus ou moins clair en fonction d'un contexte déterminé d'application. Telle norme dans tel contexte peut apparaître claire, et la même norme dans un autre contexte peut être peu claire de telle manière qu'elle n'ait pas un effet direct. Par exemple, le droit au recours effectif, le droit d'accès à un juge est un droit civil classique. Quand une personne voit ses droits contestés, elle doit avoir recours à un recours effectif, on a le droit de se plaindre. Les règles constitutionnelles ou internationales qui consacrent ce droit ont-elles un effet direct? Ça dépend. Si on se retrouve dans un ordre juridique fictif qui ne connaît aucun système de justice, pas de juridiction, ce traité qui reconnaît ce droit n'est pas applicable dans ce système. Par contre, dans un système juridique où l'on a créé des juridictions, le droit au recours effectif peut avoir un effet direct, même s'il y a quelques lacunes. B. Les droits de la deuxième génération,
les droits économiques, sociaux et culturels ou les droits créances. B1. Origine. Ces droits économiques, sociaux et culturels ont une inspiration différente de celle des droits civils et politiques. Ces droits, ce sont la critique marxiste des droits civils et politiques. Ils sont soi-disant pour toute personne, mais en réalité, ils ne sont que pour quelques personnes. Si ces droits civils et politiques, soi-disant consacrés à tout le monde, ne sont pas accompagnés de droits qui garantiront un minimum de moyens d'existence, droits économiques, sociaux et culturels, alors ces droits civils et politiques seront ineffectifs. B2. Identification. Au niveau national, ces droits ont fait leur apparition dans certaines constitutions, mais sans être effectives. Par exemple, dans la Constitution française de 1793, il n'est pas du tout appliqué. Son article 21 a été une des premières constitutions qui a semé les droits économiques, sociaux et culturels. Il a fallu attendre longtemps pour voir cette réalisation apparaître dans d'autres textes. En 1948, DUDH, en 1950, CEDH discret, omission délibérée. Au niveau national, dans la Constitution belge de 1831, on n'y trouve pas grand-chose. En 1988, l'article 23 a été réécrit, l'article 23 de la Constitution, qui est le siège constitutionnel des droits de la seconde génération, mais aussi de la troisième. Cet article date de 1994. Le premier droit est le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. À l'alinéa 2, il y a un mandat qui est donné aux différents législateurs de consacrer les différents droits économiques, sociaux et culturels. L'alinéa 3 cite une série de droits. Cet article 23 a été modifié lors de la 6e réforme de l'État de 2012. On a ajouté à cette liste le droit aux prestations familiales. Pourquoi l'avoir rajouté ? Le point 2 consacre déjà le droit à la sécurité sociale. Ce n'est pas pour combler un manque, mais pour consolider une situation juridique. En 2012, à la réforme, on opère un transfert de compétences des prestations familiales du fédéral vers les communautés. C'est cette défédéralisation qui a fait naître une crainte. On craint que dans certaines parties du pays, on détricote les prestations familiales, donc on consolide les choses et on insère le 6e dans l'article, et pas créer un droit qui n'existait pas. On ne souhaite pas que les législateurs démolissent ce droit, donc ils ne peuvent pas revenir en arrière. L'article 23 énumère les droits économiques, sociaux et culturels, mais de manière exemplative. Il n'y a pas tous ces droits, sinon il aurait fallu prendre plusieurs pages. Comme on ne voulait pas tout mettre, aujourd'hui l'article 23 est ouvert à révision pour rajouter un point. B3. Caractéristiques. Les créanciers. Les créanciers de ces droits s'adressent à des individus post-sociaux et non pré-sociaux. On vise des droits qui sont accordés à certaines catégories de personnes. Les débiteurs naturels de ces droits sociaux, ce sont les pouvoirs publics. L'objet. En ce qui concerne ces droits, on vise une obligation positive, c'est de donner quelque chose. Les garanties. Pour les droits économiques, sociaux et culturels, la réponse de principe est qu'ils nécessitent de l'argent. Le pouvoir exécutif va élaborer les budgets. Ces droits vont donc nécessiter une importante mise en œuvre préalable, car les ressources sont limitées, ils n'ont pas d'effet direct. Il va falloir une intervention législative en règle générale. Cette absence d'effet direct de principe, les droits économiques, sociaux et culturels, on les retrouve dans les travaux préparatoires de l'article 23. Document Parlement Sénat, document 5-2240-1. C. Les droits de la troisième génération, les droits dits de solidarité. C1. L'origine est surtout, en termes de discours politique, à situer dans le tiers-monde. Ce sont des pays en développement qu'on a vu apparaître les droits de la solidarité. C2. Identification. L'identification précise de la liste des droits de la troisième génération, dont certains ont été consacrés par des résolutions émanant de l'Assemblée générale des Nations unies, ne fait pas encore l'objet d'un parfait consensus doctrinal. Généralement, cependant, on classe dans cette catégorie 1. Le droit à la paix, 2. Le droit au développement, 3. Le droit à un environnement sain, 4. Le droit au respect du patrimoine commun de l'humanité, et 5. Le droit à l'assistance humanitaire.